l'Association des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable est une association nationale, donc d'intérêt général, loi de 1901, et qui a des ramifications donc, sur l'ensemble du territoire, donc dans l'ensemble de nos régions. Depuis fin 2024, nous avons reçu un agrément du ministère de la Santé qui nous donne la possibilité de représenter tous les patients dans les établissements hospitaliers, qu'ils soient privés ou publics, ou dans les instances nationales. Donc pour notre association, c'est effectivement un grand pas et une reconnaissance. Alors ça nous oblige aussi, puisque certains de nos adhérents, pour pouvoir confirmer notre agrément, doivent participer donc, à la représentation des usagers donc, dans ces instances. Voilà, donc grand pas quand même pour notre association qui, comme Élodie le rappelait, qui a 15 ans aujourd'hui. Voilà. Donc l'association est née d'un constat qui avait été posé donc, par les deux professeurs cités précédemment, le professeur Sabaté et le professeur Piche, que la maladie, c'est-à-dire le syndrome de l'intestin irritable, souffrait d'une faible considération donc par l'ensemble de la population, y compris bien sûr des professionnels de santé. D'où la création de la PSI en 2010. Alors, ces missions, eh bien, ce sont les missions d'une association de patients et qui font écho d'ailleurs aux valeurs de la PSI. C'est tout d'abord d'aider et d'accompagner les souffrants pour leur permettre de sortir de leur isolement. Vous verrez que, alors vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, cette maladie n'est pas létale, mais c'est une maladie qui affecte la vie quotidienne et parfois pendant des années et des années. Le deuxième objectif, grand objectif de l'association, c'est soutenir la recherche. Alors c'est la promouvoir et la soutenir. Et vous verrez que nous sommes aujourd'hui bien impliqués dans French Gut et c'est pour l'association d'ailleurs un premier soutien financier important auprès de French Gut. La troisième mission, troisième objectif, c'est d'informer et d'informer de façon fiable. Et puis le quatrième objectif, eh bien, c'est défendre donc les droits des souffrants. Alors derrière la défense des droits des souffrants, il y a tout l'accompagnement que nous avons mis en place pour les enfants et les adolescents, l'accompagnement pour les accompagnants, c'est-à-dire les proches de malades, et aussi un accompagnement pour toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d'une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Alors, je reviendrai sur un point basique qui est la définition du syndrome de l'intestin irritable. Alors, c'est la définition scientifique. Le diagnostic donc, du SI est posé sur la base des critères de Rome. C'est un ensemble de scientifiques qui s'est réuni à Rome et qui a posé en 2016 un certain nombre de conditions, de critères. Et donc, le SI est défini comme une douleur abdominale récurrente, donc c'est d'abord une douleur, qui survient au moins un jour par semaine dans les 3 derniers mois, avec au moins 2 des critères suivants. Donc, en relation avec la défécation, avant, après, associé à une modification de la fréquence des selles et associé à une modification de l'aspect, donc de l'apparence des selles. Donc, en clair, le syndrome de l'intestin irritable, c'est une douleur abdominale et un trouble du transit, auquel on peut ajouter toute une kyrielle on va dire d'effets un peu secondaires qui sont les ballonnements, les gaz, les douleurs périanales, les douleurs dorsales et je vous en passe parce que dans les témoignages évidemment de nos adhérents, on recueille de plus en plus d'effets secondaires, en tout cas de la maladie. Alors, j'ai rajouté une petite phrase, une définition dite évolutive. On parle maintenant, toujours du syndrome de l'intestin irritable, et non pas du côlon irritable, puisque c'est l'intestin, c'est à la fois l'intestin grêle et le côlon.
Et on parle aujourd'hui de l'interaction intestin-cerveau, ce qui évidemment est le reflet voilà, de tout le lien qui est fait entre l'intestin et le cerveau et inversement. Alors, quelques chiffres par rapport au S2I. Je vais parler en acronyme. 5 à 10% de la population française est concernée, ce qui n'est pas moindre. Alors évidemment, avec des niveaux de gradation différents. On a parmi nos adhérents des personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable voilà, de façon modérée et d'autres qui ont vraiment besoin de cesser leur activité professionnelle. 2 tiers des personnes atteintes par le syndrome de l'intestin irritable sont des femmes, une fois encore. Bon, voilà, comme le rappelait Étienne tout à l'heure, les femmes, oui, sont touchées, sans doute beaucoup plus, et plus préoccupées et osent plus aller vers les professionnels de santé pour déclarer leur maladie. C'est la première cause de consultation en gastroentérologie, donc ce chiffre, évidemment, cette statistique parle beaucoup. Et puis, pour évoquer aussi l'alimentation, et j'y reviendrai, 73% des souffrants estiment que l'alimentation déclenche leurs symptômes. Alors, les souffrants face au syndrome de l'intestin irritable. Alors, comme vous l'avez compris, le S2I est une pathologie chronique, puisque c'est la définition même du syndrome de l'intestin irritable, et qui dit chronique, évidemment, va avec sa kyrielle de difficultés au quotidien. Encore une fois, ce n'est pas une maladie létale, mais c'est une maladie qui est souvent invalidante. Quand des personnes vont 10 ou 15 fois à la selle par jour, oui, c'est invalidant. Oui, on ne peut pas mener une vie professionnelle, une vie sociale, une vie familiale normale. Et pour autant, c'est une pathologie qui est mal comprise et très banalisée. Combien de fois les souffrants que l'on entend autour de nous nous ont dit voilà, je suis allé voir un professionnel de santé, il m'a répondu mais c'est dans votre tête, et puis de toute façon tout le monde a mal au ventre. Non. Voilà. Et c'est une pathologie aux causes multifactorielles. Alors, cause multifactorielle qui peut être source de difficultés. Parce qu'on ne sait pas très bien il n'y a pas de cause unique en quelque sorte, évidemment, mais pour autant, on a des causes identifiées aujourd'hui, mais il y a encore des recherches sur les causes du syndrome de l'intestin irritable. Alors, dans les causes identifiées aujourd'hui, l'hypersensibilité viscérale, la modification l'anomalie dans les messages de contrôle vis-à-vis du cerveau ou de la moelle épinière, une infection aussi intestinale, des problèmes de motricité intestinale, des perturbations aussi dans le cadre de l'hypersensibilité viscérale. Et évidemment, une cause importante identifiée aujourd'hui, le déséquilibre du microbiote. Et ça, évidemment, c'est une cause sur laquelle on espère que le projet French Gut pourra travailler, et notamment avec nous. Alors, c'est une source de difficulté. Évidemment, ce diagnostic un peu compliqué, mais voilà, c'est aussi ce qui est une source de complexité, c'est la réponse thérapeutique. Donc, puisque aux causes multifactorielles, on associe des réponses thérapeutiques qui sont elles aussi pluridisciplinaires, variées. Donc, les patients sont traités par par des médicaments, sont traités aussi par une approche non médicamenteuse. On leur conseille aussi de l'activité physique, mais ce qui est compliqué à mon sens, c'est que les patients essayent beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a des choses qui marchent, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui marchent un moment,
et qui ne marche plus ensuite. Donc voilà, les professionnels de santé nous le disent, en tout cas tous les médecins qui reçoivent des patients S2I, nous disent que les souffrants du S2I sont des patients compliqués. Voilà. Alors, toujours les souffrants face au S2I. Alors, le S2I est source de douleurs physiques, vous en doutez bien, puisque c'est la définition même du syndrome de l'intestin irritable, et de douleurs psychiques. Quand on a mal tous les jours, pendant des heures parfois, pendant des semaines, pendant des mois, voire pendant des années. On a parmi nos adhérents des personnes qui ont été diagnostiquées à l'âge de 14 ans et qui aujourd'hui en ont 70. Donc vous imaginez bien, c'est une vie, excusez-moi le terme, c'est une vie de galère. Donc on ne peut pas être très bien, psychiquement également, quand on souffre de cette manière-là depuis autant d'années. Alors donc, par voie de conséquence, une qualité de vie qui est fortement impactée, comme je le disais précédemment, la vie professionnelle, la vie affective, sociale, familiale. Le S2I est surtout aussi, notamment, source d'incompréhension dans le regard des autres. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut dire oui, tout le monde a mal au ventre. Donc, c'est une maladie invisible et qui vraiment est incomprise, aussi bien parfois des proches. Et puis, elle est source de culpabilité, voilà, à cause d'une approche psychosomatique. En effet, la maladie, voilà, tu as mal au ventre, c'est dans ta tête, et puis détends-toi, fais du tai chi et ça ira mieux. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous disais notamment que 73% des patients estimaient donc que l'alimentation déclenchait leurs symptômes. 93% des souffrants estiment que l'alimentation aggrave les symptômes. Donc vous voyez là, en fait, l'enjeu majeur qui est la difficulté de se nourrir. Alors, il y a des réponses, évidemment, puisque ça fait partie notamment de la réponse thérapeutique, c'est-à-dire peut-être adapter son régime, mais ce n'est pas si simple. On parle du régime pauvre en FODMAPs, qui n'est pas simple à suivre, pour lequel on a besoin d'un accompagnement diététique. On parle du régime méditerranéen, du régime NICE, voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie difficulté donc de s'alimenter et par voie de conséquence un risque de développer des troubles de conduite alimentaire. Quand vous suivez un régime pendant 6 mois et qui est assez restrictif, ça devient vraiment très compliqué et ça a des répercussions sur la suite. Voilà, donc la recherche sur le microbiote, eh bien pour nous, pour les patients, en tout cas, c'est un espoir considérable. Alors, comme tous les patients, évidemment, nous sommes très impatients, et notamment face à la recherche. Et pour nous, la recherche sur le microbiote, eh bien, c'est une nouvelle cible thérapeutique en lien avec l'alimentation. Et le déséquilibre du microbiote, donc la dysbiose, est entendu comme une cause du syndrome de l'intestin irritable. Et donc, pour nous, c'est une voie de recherche évidemment majeure. Voilà, et j'en terminerai sur ce message, vraiment un grand message d'espoir pour nous, puisque l'Association des patients souffrant de syndrome de l'intestin irritable est en train de conclure donc une convention, à la fois avec l'INRAE et la PHP, dans le cadre du projet French Gut. Donc, ça se traduira par une mobilisation donc ciblée sur le syndrome de l'intestin irritable. Le projet consiste à collecter
les selles donc des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable, de les analyser et évidemment de rechercher les voies thérapeutiques adaptées. Et voies thérapeutiques adaptées qui seraient pour nous évidemment voilà, un espoir conséquent. Comme vous l'avez vu, les réponses thérapeutiques sont pluridisciplinaires, donc sont complexes, parfois compliquées. Donc, si nous avions une cause identifiée et une réponse thérapeutique, ce serait pour nous évidemment une vie autrement.